géomantiques et autres pour chaque cellule. Il devrait maintenant être évident que ce système de correspondance est devenu très profond et complexe et peut-être pourquoi les adeptes de la Golden Dawn pensaient avoir créé ou découvert quelque chose qui allait au-delà de ce que Dee avait enregistré. Et ce qui précède ne fait qu'effleurer la surface des correspondances possibles. Il n'y a certainement rien d'intrinsèquement mauvais dans ce système, bien que les puristes de Dee, et ceux qui utilisent la grande table originale plutôt que la grande table réformée de Raphaël, puissent s'opposer à la disposition particulière des éléments et de l'astrologie dans ce schéma. Quant à la Golden Dawn, elle a créé une manière intéressante de travailler avec ce système complexe et de manière pratique. Comme vous le savez peut-être ou pas, le symbole de la pyramide tronquée, une pyramide égyptienne à 4 côtés qui semble inachevée parce qu'elle a un sommet plat plutôt que d'arriver à un point précis, est tout à fait sacrée dans les loges maçonniques, où l'aube dorée est, littéralement, née. Si vous ne connaissez pas le symbole de la pyramide tronquée, il suffit de prendre un billet de banque et de regarder au dos. Vous y verrez une telle pyramide préservée, avec l'œil de Dieu qui voit tout, trônant à son sommet. Figure 6. La pyramide et l'œil qui voit toute l'aube dorée utilisaient ce symbole en relation avec chaque cellule de chaque tour de garde. Au sommet de la pyramide était écrite la lettre de la cellule de la tour de garde, le plus souvent translittérée dans le caractère angélique de cette lettre. Dans les 4 côtés étaient écrites les diverses correspondances pour la cellule comme figurées par le système expliqué ci-dessus. Ainsi, une telle pyramide affichait des symboles pour le ou les éléments, les cartes de tarot, les signes du zodiaque, les symboles planétaires, les lettres hébraïques et les symboles géomantiques, tous colorés selon les schémas de couleurs de l'ordre intérieur. Comme vous pouvez l'imaginer, cela créait des images talismaniques très complexes et magnifiques. La première partie du concours Soft Force continue en fait sur plusieurs pages, couvrant tout, du système particulier de la Golden Dawn pour prononcer les noms angéliques à leur propre version des 4 sceaux des Watchtower tels qu'ils ont été enregistrés par Dee et réinterprétés par le symbolisme de la Golden Dawn, et même quelques informations plutôt décousues sur le sceau du vrai Dieu. Par souci de brièveté, cependant, je passerai ici ces sujets en revue. Deuxième partie. La deuxième partie du concours des forces est beaucoup plus courte et moins complexe, principalement parce qu'elle se concentre entièrement sur l'application pratique du système ci-dessus. Elle est rédigée en 2 parties distinctes. La première moitié décrit les hiérarchies spécifiques de la Golden Dawn que l'ordre a associées à chaque cellule des tours de guet. La seconde moitié décrit les cérémonies utilisées pour les invoquer. Tout d'abord, il explique comment construire une figure semi-égyptienne appelée sphinx, en se basant sur les associations élémentaires de la pyramide carrée et sur les méthodes d'imagerie talismanique de l'ordre construction de l'image d'un dieu ou d'un ange en fonction de ses correspondances occultes. Comme l'ordre associait les 4 éléments aux 4 chérubins bibliques, le lion, l'aigle, l'homme et le taureau décrits dans le premier chapitre d'Ézéchiel et le 4e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, il était possible d'associer ces mêmes figures bibliques aux différents côtés des pyramides, en prenant la tête d'un chérub, le corps d'un autre, les jambes d'un autre, etc. Une figure composite ressemblant à un sphinx pouvait être créée pour chaque cellule des Watchtower. Outre le sphinx, cette partie du texte décrit également un ensemble de divinités, qu'elle appelle égyptiennes mais qui sont en fait coptes égyptiennes, qui sont associées aux pyramides. Comme pour les sphinx, le dieu associé à une cellule donnée des Watchtower est déterminé par les correspondances élémentaires de la pyramide. Par exemple, si les 4 éléments sont répartis de manière égale entre les faces, alors le dieu Osiris est la divinité de la cellule. Si l'eau est l'élément dominant, alors Essi est la divinité associée. Le texte donne une liste de 15 dieux coptes égyptiens et indique quelle combinaison d'éléments détermine le règne de chacun. Le reste de cette partie du concours Soft Force est consacré à l'exposé des méthodes rituelles permettant d'invoquer et de travailler avec les hiérarchies des places de la Watchtower. Tout ceci sera traité plus en détail dans la deuxième partie, la section néo-énochienne de ce grimoire. Cette partie du texte se termine par plusieurs exemples de scrying basés sur le modèle ci-dessus, donnés à titre d'exemple de la façon dont le système devrait fonctionner en pratique. Elle mentionne également les fonctions originales des anges de la tour de garde telles qu'elles ont été enregistrées par Dee et conservées dans le livre H. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, elles ne sont données qu'après coup et ont été négligées par la grande majorité des adeptes de la Golden Dawn et des auteurs néo-anoïens. Troisième partie. La troisième partie du concours Soft Force expose la méthode de la Golden Dawn pour utiliser les 48 appels angéliques. Si vous avez lu Mon langage angélique, volume I,
Vous êtes au courant de ce que dit lui-même a consigné au sujet des appels et de la façon de les utiliser. Ils étaient présentés par les anges comme des clés permettant de déverrouiller les 48 portes du ciel représentées par les tables du livre de Loach. Ce livre saint et les appels étaient utilisés dans un rituel d'initiation de 49 jours que les anges appelaient Jebophal. Cependant, la plupart des informations sur le livre de Loach sont contenues dans les 5 livres de mystère de John 10:35. Tandis que les appels eux-mêmes se trouvent plus tard dans les journaux et sont conservés dans en fait full relation. Les premiers adeptes de la Golden Dawn avaient un accès facile aux documents ultérieurs mais ignoraient en grande partie le contenu des 5 livres. Ils ne connaissaient pas le livre de Loach ni Jebophal. Au lieu de cela, ils avaient trouvé les tours de garde, les 48 appels angéliques et les parties de la terre, tous présentés en dehors de leur contexte propre et sans beaucoup d'explications. Il n'est pas étonnant, alors, qu'ils aient supposé que le système de Die était incomplet. Pour cette raison, les premiers adeptes de la Golden Dawn ont développé leur propre méthode d'utilisation des 48 appels. Ils les utilisaient comme des clés pour déverrouiller les différentes parties des tours de garde, y compris la table d'union, et pour accéder aux parties de la Terre. Ils avaient raison au sujet de parties de la Terre, car ce système est contenu dans une relation vraie et fidèle. Avec l'utilisation de la grande table réformée de Raphaël et l'association des 4 éléments aux Zoatoctoïr, cette application des 48 appels aux Zoatoctoïr est une caractéristique de la tradition néo-énochienne, par opposition au purisme de Die. Les puristes de la Die rejettent entièrement cette manière d'utiliser les 48 appels angéliques. D'autre part, ceux qui défendent les méthodes de la Golden Dawn ont fait remarquer que la grande table de la Terre est formée des noms des parties de la Terre, et que les parties de la Terre sont associées aux 30 dernières tables du livre de Loach. Il y a donc une ligne de descente directe de Loach à la grande table, et les appels devraient donc être utilisés pour invoquer les anges des tours de garde. Je ne suis pas ici pour trancher ce débat, mais seulement pour vous donner les deux côtés de l'histoire. Il est impossible de contester le fait que les deux systèmes sont fermement établis dans leur propre tradition. Plus loin dans ce livre, je décrirai exactement comment les appels sont utilisés dans la magie de la tour de garde de la Golden Dawn. Pour l'instant, passons à la 4e et dernière partie du concours of the Force. 4e partie. La dernière section concerne une obscure forme de divination de la Golden Dawn appelée soit échec énochien, soit échec rosicrucien. Des livres entiers pourraient être consacrés à l'histoire de ce jeu, à ses règles de jeu et à la manière de l'utiliser pour la divination ou la magie. Cependant, tout cela dépasse le cadre de cette introduction, et je n'entrerai donc pas dans les détails ici. Je vais, cependant, discuter de la façon dont ce jeu est lié au plus grand système de Golden Dawn en Oceania. Toutes les informations décrites dans les 3 parties précédentes du concours se sont réunies dans la construction des échiquiers, des pièces mobiles, du jeu et de la manière d'interpréter le résultat de la divination. Il existe 4 planches, une pour chaque élément et liée à la couleur correspondante du tarot. Ainsi, par exemple, si l'on effectue une divination pour une question impliquant la passion ou l'agression, on utilisera la lame du feu. Si la question concerne le bonheur et la créativité, on utilisera la lame de l'eau. Si la question concerne les conflits ou la maladie, le conseil de l'air sera le plus approprié. Et pour les questions relatives à la maison, au travail, à la famille, etc., le conseil de la terre devrait être choisi. Chaque plateau contient 64 cases, comme un échiquier ordinaire. Cependant, ces cases sont assimilées aux cellules des 4 tours de guet, sans compter les grandes croix, les croix de calvaire ou les 4 cellules situées au-dessus de chaque croix de calvaire. Il ne reste donc que les 16 cellules situées sous les bras de chaque croix de calvaire, que la Golden Dawn appelle carré serviteur et reconnaît comme les forces les plus proches du monde physique. Chaque carré est coloré selon les associations élémentaires que j'ai décrites précédemment dans la construction des pyramides tronquées. La seule différence est que les pyramides sur les échiquiers énochiens ne sont pas tronquées mais semblent arriver à un point défini. Les pièces d'échecs sont celles des divinités coptes de l'ordre. Osiri égale le roi, Ici égale la reine, Nephti égale la tour, Oru égale le cavalier, et Aruri, alias Oru l'ancien égale le fou. Il y a également 4 pions qui prennent les formes des 4 fils d'Oru décrits dans le livre des morts égyptiens et dans le symbolisme du temple de l'ordre. Toutes ces pièces sont colorées en fonction du symbolisme élémentaire du plateau utilisé pour le jeu. Il doit y avoir 4 ensembles de ces pièces sur le plateau, soit un total de 36 pièces. Elles représentent les forces divines qui agissent sur les fondements élémentaires du monde. Le jeu est joué par 4 joueurs,
chacun déplaçant un ensemble de pièces d'échecs de la forme divine ci-dessus. Chaque joueur commence avec ses pièces sur l'un des 4 quadrants sous-élémentaires du plateau et se déplace vers l'extérieur à partir de là. La façon dont chaque pièce est autorisée à se déplacer, la direction dans laquelle le joueur les déplace et la façon dont les pièces interagissent entre elles pendant le jeu détermine la nature de la divination. Elle indique quelles forces occultes vont s'opposer, dominer ou soutenir les autres forces occultes actives dans une situation donnée. L'élément qui gagne la partie, ainsi que la façon dont la partie a été gagnée, détermineront l'issue de la question. Le livre du concours des forces n'était pas le seul document énochien basé sur la Golden Dawn. Aussi examinons maintenant un autre texte important qui a influencé la tradition néo-énochienne. Liber vel Shannoch. À ce stade, il convient de mentionner Aleister Crowley et le rôle qu'il a joué dans l'établissement de la tradition néo-énochienne. Crowley a été membre de la Golden Dawn pendant un certain temps, et c'est auprès d'elle qu'il a reçu son instruction magique de base. Il a fini par quitter l'ordre en des termes peu agréables et a développé son propre système mystique unique appelé Tlema qui signifie volonté véritable en grec. Cependant, il a toujours porté la marque indéniable de la Golden Dawn, et cela est certainement vrai aussi pour son travail énochien. L'une de ses contributions néo-énochiennes les plus importantes est un document intitulé Liber vel Shannoch, livre d'Enoch, ou un bref résumé de la représentation symbolique de l'univers déduite par le Dr John Dee à travers le crible de Sir Edward Kelly. Ce texte fait partie d'un long catalogue de documents qu'il a rédigé pour ses étudiants, celui-ci portant le numéro LXXIV 84. La plupart de l'Enochiana contenu dans le document est similaire à ce qui a été expliqué dans le concours Soft Force. Les correspondances de base de la Golden Dawn sont toutes ici, en utilisant la grande table réformée de Raphaël. Il est intéressant de noter que Crowley a restauré les tours de garde dans la forme de la grande table de la Terre, avec la croix noire qui les relie. Plus tard, Crowley fournit des diagrammes complets des tours de guet individuels avec chaque cellule sous forme de pyramide tronquée, y compris les symboles élémentaires ou astrologiques de chaque côté de chaque pyramide. La table de l'union est également incluse, ce qui prouve que Crowley considérait que cette disposition et celle de la croix noire de ces lettres étaient également importantes. Il explique ensuite la méthode de base de la Golden Dawn pour décrypter les noms divins et angéliques des tours de garde, une liste des 30 étirs et de leurs 91 parties de la Terre, et la manière d'appliquer les 48 appels au tour de garde. Pour moi, il y a 2 choses qui font que ce document se distingue des précédents néo-Enochiana de Golden Dawn. Premièrement, Crowley commence le document par des diagrammes de la table sainte et du sceau du vrai Dieu, suivi d'une analyse des noms divins et angéliques trouvés sur le sceau. Il fait également une brève mention du système heptarchique et du livre de Loach, promettant d'en dire plus à leur sujet dans une future publication qui n'est jamais venue. Cela est sa liste des 30 étirs et des 91 parties, y compris une carte des noms des parties sur la grande table, me font penser que Crowley avait étudié le grimoire personnel de Dee, ce que l'auteur du concours Soft Force ne semble pas avoir fait. Cependant, il ne fait aucune mention de jeu Bofal ou de l'application correcte des 48 appels aux tables de Loach, donc je suis assez certain qu'il n'a pas étudié, ou n'a pas étudié très profondément, les 5 livres de mystères originaux de Dee. La deuxième chose qui ressort du Liber vel Shannoch est le fait que Crowley a publié ce matériel à un public plus large, alors que les documents de la Golden Dawn ne seront pas publiés avant qu'Israël Regardie ne le fasse au milieu des années 1900. Crowley a publié le Liber vel Shannoch, sous le titre plus long, A Brief Abstract, dans 2 numéros de son magazine Equinox, volume 1, numéros 7 et 8, en 1912. De ce fait, le Liber vel Shannoch a été, pendant un certain temps, l'un des documents néo-énochiens standards mis à la disposition des étudiants occidentaux. La vision et la voix enfin, cet aperçu historique des documents néo-énochiens ne serait pas complet sans une mention de la publication ultérieure de Crowley, The Vision and the Voice. Ce livre est essentiellement un compte-rendu des voyages astraux de Crowley à travers les 30 étirs, et il présente plusieurs des principes centraux de son système de Tlema. Ses étudiants et lui-même, jusqu'à ce jour, considère ce livre comme l'une de ses œuvres les plus importantes, juste après le livre de la loi, le principal livre saint télématique. On pourrait dire que si le livre de la loi était la Torah de Thélème, alors la vision et la voix seraient le Talmud de Thélème. S'il est vrai que Crowley n'a pas semblé relier les étirs aux tables de Loach ou aux appels angéliques, il était néanmoins plus proche de la marque que la plupart des gens en comprenant simplement que les étirs pouvaient être pénétrés et explorés spirituellement comme une sorte d'initiation. Bien que je doive souligner qu'il a d'abord pénétré dans l'étir le plus bas et qu'il s'est déplacé vers le haut, ce qui est à rebours du système jeu Bofal enregistré par Dee. Ce qu'il y a trouvé était orienté vers son propre matériel télémique,
et je doute que les non-télémites puissent éprouver des visions proches des siennes. Je ne prendrai donc pas la peine de décrire ici ce que Crowley a vu ou ce que ses contacts angéliques lui ont dit. Depuis ses publications, une abondance de matériel a été publié concernant les traditions dites puristes et néo-énochiennes. Une partie de ce matériel était bonne, et une grande partie moins malheureusement, était pleine d'erreurs et d'idées fausses, pour la plupart reprises de sources antérieures. Je suis heureux de dire, cependant, que cela change aujourd'hui. Les Golden Dawners et les Télémites prennent enfin conscience des journaux originaux de Dee, et les puristes